Le matériel pour la nécropsie est le suivant. Un rapport de nécropsie où sont recueillies les données de l'animal, telles que l'espèce, l'origine, l'état de conservation, ainsi que la date et le numéro d'enregistrement correspondant. En outre, tous les résultats macroscopiques observés dans chacun des organes sont notés dans ce rapport. Le numéro d'enregistrement figure également sur le flacon de formol. Il faut également préparer à l'avance du matériel tel que des tubes pour le prélèvement de sang et des lames pour les frottis sanguins, le prélèvement de mucus ou les empreintes d'organes. Les instruments utilisés sont des ciseaux, des pinces, un scalpel ou un couteau, selon la taille du poisson. En outre, il convient d'utiliser des écouvillons pour les analyses microbiologiques, des bidons d'éthanol à 70% pour la collecte des parasites et des sacs hermétiques pour les analyses toxicologiques. S'il est nécessaire d'euthanasier le poisson avant la nécropsie, procédez comme suit. L'agent euthanasique de choix est ajouté et dilué dans un récipient ou un réservoir d'eau. Cet agent euthanasique dépendra de l'espèce et de la taille du poisson. Parmi les plus couramment utilisés, citons le MS-222, le 2-phénoxyéthanol ou l'huile de girofle. La dose pour l'euthanasie consiste en un surdosage de l'anesthésiant et est calculée sur la base des litres d'eau dans lequel le poisson est immergé. Une fois le médicament euthanasique dilué dans l'eau, le temps nécessaire sera attendu jusqu'à ce que le poisson présente une diminution et un arrêt des mouvements operculaires, une latéralisation de la nage et finalement un arrêt de la mobilité suivi de la mort. Si un prélèvement sanguin est nécessaire avant la nécropsie, le poisson doit être placé sur un sac thermique froid en décubitus latéral droit. À cette fin, en tenant le poisson, l'aiguille est insérée avec le bisseau vers le haut dans la zone du pédoncule caudal, le long de la ligne médiane ventrale, en prenant comme référence la colonne vertébrale à travers laquelle passe la veine caudale, d'où le sang est prélevé. Cette procédure peut également être réalisée sur des poissons préalablement anesthésiés, qui, après le prélèvement de sang, sont récupérés dans un bac avec de l'eau et un aérateur. En fonction de la taille du poisson, on estime un volume de collecte de sang d'environ 1% du poids. L'aiguille est retirée de la seringue et le sang est placé dans le tube correspondant. Une goutte est mise de côté pour être placée sur une lame pour un frottis sanguin, en étalant la goutte avec une autre lame à 45 degrés. Le poisson est placé sur une balance électronique pour enregistrer le poids correspondant dans le rapport. La longueur du poisson est également mesurée en prenant la longueur furcale qui est prise de l'extrémité rostrale à la bifurcation des lobes de la nageoire caudale ou la longueur totale de l'extrémité rostrale à l'extrémité de la nageoire caudale. Une fois le poisson placé en décubitus latéral droit, on commence l'examen externe en se concentrant d'abord sur la peau. Desquamations, hémorragies ou ulcères peuvent être observés. Le mucus cutané est recueilli avec la lame du scalpel et étalé sur une lame de microscope pour un examen microscopique ultérieur. Un examen de la cavité operculaire est effectué pour visualiser les branchies en faisant attention à la présence d'anémie, hémorragie, nécrose, congestion ou la présence éventuelle de parasites. Il est conseillé de découper une partie de l'opercule, puis de découper une petite portion des branchies, qui est placée sur une lame et examinée au microscope. Toutes les nageoires du poisson, nageoire dorsale, nageoire caudale, nageoire anale, nageoire ventrale et pectorale, sont ensuite examinées individuellement. Des signes tels que la congestion, hémorragie, déchirure ou la présence de parasites peuvent être observés. L'examen externe doit également comprendre l'examen des yeux et de la cavité buccale. Pour ouvrir la cavité cœlomique, une première découpe est effectuée à partir de l'anus, en suivant la ligne médiane ventrale jusqu'à l'opercule. La paroi de la cavité est soulevée pour être inspectée.
Si du liquide est observé, il est examiné et collecté pour son examen. Dans le cas des petits poissons, 1 à 3 cm, généralement, seule la cavité cœlomique est ouverte, puis ils sont placés directement dans le formol pour une meilleure fixation. La deuxième découpe est effectuée à partir de l'anus dans une direction dorsocrânienne, vers la ligne latérale du poisson, qui est traversée ventralement jusqu'à atteindre la cavité operculaire. De cette manière, en retirant la paroi, on obtient une fenêtre qui permet la visualisation des organes atteints. On peut observer la gonade dorsalement, le tube digestif ventralement et, dans le cas de la carpe, certaines parties du foie et de la rate. Les branchies et le cœur sont observés crânialement. Afin de visualiser d'autres organes tels que la vessie natatoire, il est nécessaire de déplacer partiellement la gonade. Chez la carpe, la vessie natatoire est divisée en 2 compartiments et possède un conduit pneumatique. Ce conduit, présent chez les espèces de poissons physostomes, relie la vessie à l'œsophage, régulant ainsi le flux de gaz. Prélèvement d'organes. Le tube digestif est ensuite retiré. Pour cela, une coupe distale est effectuée au niveau de l'anus et une coupe rostrale au niveau de l'œsophage, en coupant soigneusement les unions. Les gonades sont explorées et retirées. Chez les mâles et les femelles, les gonades sont un organe pair, situé dans la partie dorsale de la cavité cœlomique, latéro-ventralement à la vessie natatoire. L'extraction de la vessie natatoire se poursuit en la disséquant à l'aide de pinces, car il faut faire attention au rein postérieur, qui se trouve en position dorsale. À côté du rein postérieur, on examine les grands vaisseaux qui circulent ventralement à la colonne vertébrale. Ces vaisseaux sont les veines cardinales postérieures, qui sont formées caudalement par la bifurcation de la veine caudale, d'où le sang est prélevé. Le vaisseau central logé entre les vertèbres est l'aorte dorsale, qui transporte le sang oxygéné des branchies vers le reste du corps. Lors de l'exploration du rein postérieur, on peut observer des lésions telles que celle de l'image, qui correspond à une lésion circulaire prominente de couleur blanc jaunâtre compatible avec un granulome. Il est conseillé d'utiliser un scalpel pour disséquer le rein postérieur, qui est intimement lié à la colonne vertébrale. Pour l'extraction des branchies, on réalise une incision dorsale et ventrale dans la cavité operculaire. Les 4 chambres du cœur et la sortie aortique ventrale sont visualisées avant la retraite. Le rein antérieur, qui est situé en position dorsale par rapport à l'emplacement du cœur et en position caudale par rapport au crâne, est exploré et retiré. Pour l'enlèvement de la musculature, une découpe linéaire est effectuée parallèlement à la base de la nageoire dorsale en suivant le corps du poisson. Toute la musculature doit être enlevée, exposant le squelette colonaire. La zone de la colonne vertébrale est débarrassée de débris musculaires jusqu'à que les vertèbres soient complètement visualisées et explorées pour détecter des possibles déformations. Une vertèbre peut être retirée pour son examen en coupant entre les espaces intervertébraux. Pour l'extraction du système nerveux, le crâne est ouvert de la manière suivante. Une fenêtre dorsale est marquée entre les orbites et des découpes sont faites avec des ciseaux jusqu'à ce que l'os crânien puisse être soulevé.
Le système nerveux, parfois entouré de graisse, est visualisé et doit être retiré. De caudale à rostral, on trouve le cervelet, les lobes optiques, le télencéphale et les lobes olfactifs. Pour enlever le système nerveux central, le scalpel est utilisé avec précaution. À l'aide de pinces fines, toute la moelle épinière est retirée. Cette image montre tous les organes prélevés lors de la nécropsie. Pour les prélèvements du rein postérieur, des coupes sériées de l'organe sont réalisées, explorant le parenchyme en profondeur pour visualiser d'éventuelles lésions internes. Les échantillons ne doivent jamais avoir une épaisseur supérieure à 2 à 3 mm pour une fixation adéquate, et ceci est applicable à l'échantillonnage du reste des organes. Si des lésions sont observées, des échantillons sont prélevés dans la zone affectée. Le rein antérieur est placé dans une cassette identifiée pour éviter sa perte dans le pot de formol. Les gonades sont également échantillonnées par des coupes sériées. Pour inspecter et échantillonner la rate, il faut d'abord la localiser en disséquant le tube digestif. Une fois retiré, des sections en série sont réalisées pour l'inspection. Comme pour la rate, pour inspecter le foie, il faut le disséquer du tube digestif. Il est parfois conseillé de peser le foie avant d'effectuer des coupes en série pour son examen. En outre, la vessie biliaire doit être ouverte et son contenu observé. Pour une bonne inspection de l'intestin, la graisse viscérale est retirée et étalée pour permettre la différenciation des sections intestinales. Le tube intestinal doit être ouvert avec des ciseaux pour observer le contenu et examiner la muqueuse intestinale. Une fois ouvert, des échantillons du contenu sont recueillis à l'aide d'un scalpel sur une lame pour une visualisation ultérieure au microscope. Chez la carpe, les sections digestives sont les suivantes: œsophage, bulbe intestinal, intestin proximal, intestin moyen, intestin distal, rectum et anus. Des coupes sériées des différentes sections sont faites pour être étudiées. Chaque section peut être déposée individuellement dans des cassettes pour une meilleure identification. Pour inspecter la musculature, des coupes transversales profondes et en série sont réalisées. Une fois exploré, un échantillon de muscle est prélevé, où l'on peut observer la musculature rouge et la musculature blanche. Les nageoires sont scannées et placées dans le pot de formol. Pour l'inspection de la vessie natatoire, une découpe est faite pour explorer la paroi et l'arête mirabilis, d'où des échantillons sont prélevés. Les hémibranchies de chaque arc branchial sont explorées et un échantillon représentatif est prélevé. Les différentes parties du cœur sont explorées. Aorte ventrale, vaisseau qui transporte le sang désoxygéné du cœur vers les branchies. Bulbe artériel, ventricule, oreillette et sinus veineux. Une coupe est faite dans le ventricule pour l'examen et sa conservation optimale dans le formol. En fonction de la taille du cerveau, celui-ci peut être placé dans une cassette ou directement dans le récipient de formol. La moelle épinière est placée entière dans le pot de formol. Les yeux sont disséqués des orbites injectées avec du formol et placés dans le pot d'échantillon pour une fixation optimale. Tous les échantillons doivent être fixés pendant au moins 24 heures, puis découpés et traités dans le processeur de tissu qui déshydrate, imprègne
et infiltre les échantillons dans la paraffine. Une fois traités, les échantillons sont montés sur des blocs de paraffine qui sont coupés au microtome et rassemblés sur des lames de microscope qui sont colorées selon la technique requise. La technique la plus couramment utilisée pour les études histopathologiques est l'hématoxyline éosine. La coloration d'un frottis sanguin est réalisée à l'aide de la technique panoptique rapide, en immergeant la lame pendant 1 minute dans 3 solutions différentes. Solution fixatrice, colorant acide et colorant basique. La coloration est terminée par le lavage de la lame avec de l'eau distillée et le séchage jusqu'à l'observation au microscope. Si des empreintes d'organes internes telles que le foie, la rate et les reins antérieurs et postérieurs doivent être réalisées, il est important de le faire avant de retirer les organes de la cavité cœlomique afin d'éviter toute contamination. L'empreinte est réalisée en découpant une partie de l'organe et en l'étalant sur une lame de microscope. Il est également possible d'utiliser des écouvillons stériles pour prélever des échantillons d'organes en vue d'une possible culture bactérienne. Toutes les préparations, soit lame avec mucus, branchies, frottis de sang, empreintes, contenu digestif, doivent être évaluées au microscope optique.